En fait, tout simplement parce que son grand-père avait été à Dien Bien Phu et pour lui c'était important d'être là. Et donc on a passé 2 jours ensemble et je me suis dit quand même si un garçon comme ça, pas quel âge il avait, je me souviens plus, mais 25 ans, quelque chose comme ça, fait l'effort, cet effort-là, c'est qu'il s'est passé quand même quelque chose ici. Et il m'avait dit cette phrase magnifique, d'ailleurs j'avais dit mais pourquoi Mehdi, pourquoi finalement tu consacres autant d'argent et de temps pour venir ici, alors qu'il y a des tas d'autres touristes français qui pourraient, par leur histoire familiale ou leur milieu, etc., être beaucoup plus liés à la guerre d'Indochine et qui se fichent complètement de Dien Bien Phu. Je me suis dit, pourquoi toi tu fais cet effort? Il m'a dit, mais pour moi, Dien Bien Phu, c'est l'histoire de mon grand-père, c'est l'histoire de Marcel, qui était l'ami de mon grand-père, et puis c'est l'histoire de la France, tout simplement. Incroyable. Je me suis dit, j'étais quand même bluffé, et je sais pas, tout ça fait que tous ces éléments ont fait que je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose qui se passe là-bas. Je vais vous raconter une histoire marrante. C'était en 1946, pendant mon premier séjour en Indo. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle interview sur la chaîne Guerre et Littérature. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de m'entretenir avec Arnaud Delagrange. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, donc vous êtes grand reporter au Figaro et écrivain. Vous êtes passé par Saint-Cyr, mais malheureusement suite à un accident avec un chauffeur en état d'ivresse, vous avez dû interrompre votre carrière militaire. Heureusement pas pour longtemps, puisque suite à votre service militaire, vous avez été officier de marine et vous avez fait le tour du monde à bord du navire Ouragan. Vous tournerez ensuite vers le journalisme en tant que reporter de guerre pour le Figaro, parallèlement à votre carrière d'écrivain qui a été assez riche en prix. Grand prix Jules Verne, prix Roger Nimier, prix Erwan Bergot de l'Armée de Terre, prix des écrivains de marine, pour ne citer que les plus importants. Arnaud Delagrange, est-ce que vous pourriez préciser un peu votre parcours aux lecteurs qui ne vous connaîtraient pas encore ? Eh bien oui, j'étais parti en effet pour une carrière militaire au départ, donc en ayant préparé Saint-Cyr, et puis bon voilà, la vie parfois vous fait des petits croche-pattes, donc j'ai eu cet accident qui en fait m'a fait bifurquer, parce que ce qui m'intéressait dans l'armée de terre a priori m'était barré, et donc j'ai repris des études, et puis après je suis rentré dans la marine comme en fait, on disait Orsa à l'époque, c'est-à-dire officier sous contrat. Et pas vous excuser à dire merci devant un supérieur, c'est un de nos privilèges. Oui, commandant. J'ai beaucoup aimé ce passage-là, parce qu'en effet, j'ai fait un tour du monde, c'était donc une expérience enrichissante, puis commander des hommes, quand on a 22, 23 ans, c'est évidemment une expérience formidable. Et puis, je suis rentré au Figaro, j'y suis resté depuis 30 ans, et ce qui m'a permis d'explorer le monde d'une autre manière. Jusqu'à présent, j'en ai tiré pas mal de satisfaction, avec toujours pas mal de recoupements finalement, au cours de ma carrière, avec la défense aussi, soit en couvrant un certain nombre de conflits, ou en étant correspondant défense aussi à un moment. Donc voilà, je suis quand même toujours resté un peu lié à ce lien avec le monde militaire. Absolument. Aussi. Alors je débute toujours mes entretiens par la même question. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Le Capitaine égaré de Vincent Guesquière. Qui est un officier de marine. Excellent. Qui a écrit. Lui aussi passé sur la chaîne. Le boulot d'un écrivain, c'est de faire revivre les morts. Le livre, c'est plus qu'un objet, c'est un compagnon, quoi. Donc, Ah bah formidable, parce que son livre est vraiment formidable. C'est un premier roman en plus, et extrêmement bien maîtrisé de manière narrative. Alors ça se passe pendant la guerre d'indépendance américaine, avec un officier de la marine française qui va passer donc dans les rangs américains. Et ce que je trouve remarquable dans ce roman, c'est qu'en fait il arrive à rendre un personnage qui est odieux par moments, extrêmement dur du coup avec ses hommes, paranoïaque, et en même temps il le rend assez touchant, parce que c'est un homme profondément malheureux et seul. Et donc il arrive, ce qui n'est pas évident en littérature, à rendre un personnage qui pourrait être très antipathique, il arrive quand même à susciter de l'empathie pour lui de la part du lecteur. Donc je trouve que c'est vraiment un très très beau livre. Complètement. Alors, ce n'est pas pour parler du Capitaine égaré que nous sommes ici, mais bien de votre livre sur Dien Bien Phu. Est-ce que vous pourriez présenter ce livre au lecteur ? Le 8e soir, donc, qui est paru aux éditions Gallimard et qui maintenant, et depuis, est sorti en poche là, chez Folio. C'est un livre qui est en fait, vous voyez, un petit livre, hein, c'est pas une grosse somme. C'est un livre qui n'a aucune prétention à raconter la bataille de Dien Bien Phu ni la guerre d'Indochine d'une manière plus large, pas du tout. Ça a été fait dans des tas d'autres livres et très bien. Donc c'était pas le sujet. Mais en revanche, la bataille de Dien Bien Phu et notamment les 8 derniers jours de la bataille me servent de cadre. Il y a eu des tas d'autres faits d'armes qui sont beaucoup moins connus pour certains et qui peuvent être tout aussi héroïques, mais il y a quand même quelque chose de particulier, cette unité de temps, ces gens coincés dans cette vallée pendant 55 jours. C'est une vraie tragédie grecque. Exactement. Et en fait, c'est l'histoire d'un jeune officier parachutiste de 26 ans qui se retrouve plongé dans cette bataille. Il saute plutôt à la fin, donc. Il est parti de ses renforts. C'est à peu près, je crois, il y a eu à peu près 4000 hommes au total qui ont sauté en renfort tout au long de la bataille. Alors, il y a des éléments, évidemment, de cadrage historique sur la bataille et sur la guerre qui sont là quand même pour que les lecteurs
non avertis s'y retrouvent. Mais encore une fois, c'est pas du tout un prétexte à raconter cette bataille. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de décrire à hauteur d'homme. C'est un peu le carnet intime, en fait, de ce jeune lieutenant qui se retrouve plongé dans cet enfer. Il y a une véracité humaine et une véracité quand même des faits, mais encore une fois, par contre, je me suis dégagé des éléments chronologiques de la bataille, c'est-à-dire qu'on n'est pas à tel jour, à telle heure sur Isabelle ou sur Dominique, etc. Tous ces éléments sont là, mais je voulais quand même que ça soit de la fiction, que ça soit romanesque, tout en étant très vrai et très juste. En fait, c'est plutôt la bataille qui est un prétexte pour votre personnage, quelque part. Oui, la bataille sert vraiment de cadre, de révélateur, en fait, de toile de fond sanglante, même si, en fait, évidemment, cette bataille est très particulière. Donc, j'ai pas choisi Dien Bien Phu non plus par hasard, et pour des raisons personnelles, je me suis intéressé à cette région et à cette bataille. Je l'ai fait relire, d'ailleurs, à d'anciens acteurs de la bataille pour être sûr que je n'étais pas à côté de la plaque. Notamment une personne qui s'appelle le colonel Jacques Allaire, qui était un des lieutenants de Bijar à Dien Bien Phu. Celui qui s'occupait des mortiers, il me semble. Exactement, section de mortier du 6e BPC. Je suis allé le voir. Alors, il est décédé il y a 3 ans. Quand je l'ai vu, c'était en 2018 ou 2019. Un vieux monsieur absolument remarquable, facétieux, gentil et pas du tout aigri, très simple, alors qu'il a vécu des choses absolument incroyables, non seulement en Indochine, mais après en Algérie. Enfin, c'est quelqu'un qui a une carrière. Et donc, il l'a relu et il m'a envoyé un petit mot. Moi, je suis allé le voir en lui disant que j'étais presque gêné d'écrire un roman, moi, un jeune, entre guillemets, alors que lui, sur un épisode qui avait été évidemment extrêmement important dans sa vie, où il avait perdu des camarades, des frères, des hommes. Il m'a dit, mais non, mais vous en faites pas. Il y a d'ailleurs une biographie sur le lieutenant Allaire, puisque lui aussi, il a une vie assez riche en aventures. Ah oui, oui. Et en fait, il m'a écrit un petit message 10 jours après en me disant « Je ne sais pas comment vous avez fait ». J'ai gardé son mail en me disant « J'ai l'impression que vous étiez avec nous là-bas ». Donc là, je me suis dit « ça c'est un très beau compliment. On en a reparlé, tout ça. Donc, encore une fois, c'est pas pour dire que le bouquin est formidable, c'est juste que voilà, j'étais heureux, c'est parce que si jamais il m'avait dit « Ouh là là, mais votre livre c'est complètement déconnant », ça m'aurait embêté très sérieusement, parce qu'il n'est pas question de trahir quand même ce moment fort et surtout les hommes qui l'ont vécu. Une phrase que j'avais beaucoup aimée, il classait ses supérieurs en 2 catégories, les chefs et les gestionnaires. D'une bande de repris de justice, un vrai chef peut faire une troupe d'élite, assurait mon père. À l'inverse, de tristes bougres peuvent vous démotiver une légion d'archanges. C'est évidemment valable pour le monde militaire comme pour le monde civil. Voilà, le vrai chef, c'est celui qui sait faire adhérer les hommes à sa vision. Mais c'est vrai que les vrais chefs, il n'y en a pas tant que ça. Bien sûr. Alors justement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur cette bataille? J'étais à l'époque correspondant en Chine, j'ai vécu en Chine quelques années, j'avais été à Dien Bien Phu en voyage familial. Enfin, on était allé au Nord-Vietnam, on était passé à Dien Bien Phu. Mais surtout, j'y retourne après 2-3 ans après, parce que Le Figaro faisait une série d'été sur les grands champs de bataille du passé qu'on revisitait à la lumière du présent. Et moi, j'avais dit, hop, Dien Bien Phu. Et donc, j'y retourne à ce moment-là, au moment de l'anniversaire de la chute du camp, donc le 7 mai. Et là, je me souviens, j'étais sur une colline, sur Dominique, et puis le soir, et puis j'étais pris d'une intense émotion. Je sais pas, il y avait ces parfums forts qui montaient des rizières, il y avait une grande paix du soir. Et je me suis dit, mais que pouvait penser le 6 mai 54, un jeune lieutenant qui se disait que peut-être le lendemain c'était fini. Et voilà, j'ai été pris d'une forte émotion. Et le lendemain, alors que je me promenais du côté du cimetière français, il y a un petit cimetière français qui a été créé par un adjudant d'origine allemande de la Légion, au milieu des rizières. Maintenant, c'est entouré de maisons, je suis retourné depuis. Mais bref, et je vois un garçon que j'avais vu dans l'avion de Hanoï à Dien Bien Phu déjà. Il était dans le cimetière avec un short en satin et un maillot d'une équipe de foot française. Et puis je l'entends parler français avec son guide. Et je vais lui parler. Et en fait, son histoire, il s'appelait Mehdi. C'était donc d'origine marocaine, vivant à Bordeaux, mécanicien automobile. Et en fait, il venait d'aller passer 1 an en Australie, il travaillait dans un garage au fin fond du Gouffre en Australie. Il revenait en France et au lieu de s'arrêter au Thaïlande ou je sais pas où, aller à la plage et s'amuser, eh bien, il s'arrêtait le Vietnam et Dien Bien Phu, qui est quand même pas l'endroit forcément le plus touristique ou le plus brillant du Vietnam, même si c'est une région très belle. En fait, tout simplement parce que son grand-père avait été à Dien Bien Phu et pour lui c'était important d'être là. Et donc on a passé 2 jours ensemble et je me suis dit quand même, si un garçon comme ça, pas quel âge il avait, je me souviens plus, mais 25 ans, quelque chose comme ça, fait l'effort, cet effort-là, c'est qu'il s'est passé quand même quelque chose ici. Et il m'avait dit cette phrase magnifique, d'ailleurs, j'avais dit, mais pourquoi Mehdi, pourquoi finalement tu consacres autant d'argent et de temps pour venir ici, alors qu'il y a des tas d'autres touristes français qui pourraient, par leur histoire familiale ou leur milieu, etc., être beaucoup plus liés à la guerre d'Indochine et qui se fichent complètement de Dien Bien Phu. Je lui ai dit, pourquoi toi tu fais cet effort? Il m'a dit, mais pour moi, Dien Bien Phu, c'est l'histoire de mon grand-père, c'est l'histoire de Marcel, qui était l'ami de mon grand-père, et puis c'est l'histoire de la France, tout simplement. Incroyable. Je me suis dit,
Et j'étais quand même bluffé. Et je sais pas, tout ça fait que tous ces éléments ont fait que je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose qui se passe là-bas. Ça, c'est ce qui vous a donné envie d'écrire sur l'événement et sur le personnage. Comment avez-vous imaginé ce personnage du jeune lieutenant, dans lequel d'ailleurs on se retrouve une partie de vous-même? Parce qu'il y a des éléments biographiques entre lui et vous qui se recomposent un peu, notamment le fameux accident de voiture avec un chauffard, mais pas seulement. Je sais pas exactement comment c'est venu tout naturellement. C'est un jeune homme de 26 ans. Je pense que oui, j'ai mis beaucoup de choses que moi, quand j'étais jeune apprenti Saint-Cyrien entre guillemets ou en corniche, ben voilà tout ce que j'avais en tête. Dans mon 3e aussi, donc je me suis peut-être arrêté à cet âge-là, j'en sais rien. Il va falloir que je passe sur le divan pour creuser l'affaire. Mais voilà, donc ce personnage s'est un peu imposé de lui-même et c'est devenu une espèce de voix à la fois personnelle et puis pas seulement, parce que moi, évidemment, je ne prétends pas avoir vécu des choses aussi intenses que mon personnage. Il y avait une espèce de grâce quand j'ai écrit ce livre que j'ai pas eu forcément, moi j'ai écrit 3 romans, mais que j'ai pas eu forcément dans les 2 autres romans. Là, ça sortait du ventre, ça sortait du cœur. C'était assez étonnant et j'avais l'impression en fait que ce garçon était un camarade et qu'il m'a emmené d'ailleurs faire des choses. Avec mon accident, j'avais pas sauté en parachute quand j'étais jeune et là je me suis dit bah tiens, là je parle d'un officier parachutiste, faut que je saute en parachute. Donc j'ai fait un stage de parachutisme. Il y a justement un très beau contraste entre ces flashbacks, pardon pour l'abominable anglicisme, où il se souvient de navigation en Bretagne ou de doux moments avec sa compagne, et l'horreur de Dien Bien Phu. On n'est pas uniquement à Dien Bien Phu, il y a des flashbacks, on se retrouve à un moment en Bretagne, en mer, on se retrouve à d'autres moments, l'accident que vous avez évoqué. Donc il y a d'autres moments, on n'est pas toujours dans l'horreur, dans la boue et dans le sang, loin de là. Il y a des moments même de grâce et de poésie, on devient ce qu'on est de par nos expériences, de par nos épreuves, etc. Et puis je voulais montrer ce qui m'intéressait dans l'histoire d'accident, de montrer que paradoxalement, quand on a été durement touché, donc il a eu dans le livre, c'est un accident de moto, et donc mon personnage doit réapprendre à marcher, enfin évidemment touché, on pourrait se dire qu'à la limite, eh bien, on va plutôt se protéger après, et au contraire, là il se jette en étant officier parachutiste dans le risque. Il choisit finalement le risque parce que ça lui permet de transcender en fait l'épreuve qu'il a connue avant et que c'est une manière presque de défier la vie et la mort en se disant mais moi je vais pas me laisser imposer entre guillemets mes choix par des accidents de vie et puisque j'ai failli passer dans un accident, bah, là c'est moi qui choisis de risquer ma peau et avec du sens cette fois-ci. Je reviens sur un point que vous avez évoqué, le fait que pour comprendre, pour pouvoir écrire à propos d'un officier de parachutisme, vous êtes vous-même allé faire du parachutisme. C'est quelque chose que j'aime bien et que je retrouve chez pas mal d'écrivains. Olivier Norek, pour Les Guerriers de l'hiver, il était allé passer 50 jours en Finlande pour vraiment se sentir au plus près des conditions. À une autre époque, Zola descendait dans les mines lui-même avant d'écrire Germinal. Ouais. Pour moi, c'est important pour 2 choses. D'une part, parce que alors c'est peut-être mon côté reporter aussi, où j'aime bien décrire et puis j'aime bien ressentir, avoir respiré la poussière, la même poussière que mes personnages, avoir ressenti la même morsure du soleil sur la peau que celle qu'ils ont pu connaître. À la fois, c'est important peut-être dans les descriptions et pour être juste, mais c'est aussi un plaisir, c'est-à-dire que je me dis, ça va être à chaque fois une aventure. Et je pense que je serais très frustré, en fait, si je ne vivais pas en partie que vivent mes personnages, ou en tout cas, je n'étais pas un peu dans leur monde. Après, il y a des tas d'écrivains qui n'ont pas forcément besoin de ça. Peut-être parce qu'ils ont plus d'imagination, peut-être parce que peuvent avoir l'évocation peut venir plus facilement chez eux. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin d'aller même dans les régions dans lesquelles ils emmènent leurs personnages. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on dit que Pierre Benoît, qui écrivait à l'époque tous ces livres dans les endroits exotiques, n'y était pas allé ou n'y allait pas. C'est vrai que je me souviens d'une phrase, alors je ne sais plus de quel écrivain elle est, qui disait qu'on ne parle jamais mieux des endroits que l'on n'a pas connus, où on n'a pas été. C'est possible aussi. Il y a peut-être justement cette notion de recul par rapport à l'endroit, qui évite d'être trop immergé dedans. Vous aviez évoqué la bataille de Dien Bien Phu et sa mémoire notamment, qui était visiblement très importante pour Mehdi. D'ailleurs, petite parenthèse, est-ce que c'est son grand-père qui a inspiré votre personnage de Kader? Absolument. C'est justement Kader qui est donc l'adjoint de mon lieutenant. C'est vraiment un petit hommage, un petit clin d'œil par rapport à ce que m'avait raconté Mehdi. Sur la mémoire de la bataille de Dien Bien Phu en France aujourd'hui, vous évoquez ces Français qui ne connaissent plus cette bataille, même ceux qui ont des ancêtres qui ont participé à cette bataille. Comment est-ce que vous expliquez justement cette place de Dien Bien Phu dans la mémoire française aujourd'hui? La guerre d'Indochine, de toute manière, est très peu enseignée, très peu connue. C'est malheureux parce que c'est quand même pas seulement la guerre d'Indochine, mais l'histoire d'Indochine française est une histoire absolument passionnante et assez envoûtante. Et moi qui m'a passionné quand j'avais 18 ans, quand j'étais en prépa Saint-Cyr, c'est aussi pour ça que j'ai aimé aller au Vietnam, etc. J'avais lu tous ces livres sur la guerre. Il y a vraiment un paradoxe de Dien Bien Phu, c'est que d'un côté, c'est une bataille honteuse, et en même temps, c'est peut-être l'un des plus beaux moments de l'histoire militaire de France, avec cette notion de sacrifice portée à son sens le plus extrême, où des jeunes gens, qui avaient encore toute une longue vie devant eux, sont allés se parachuter eux-mêmes dans le pire endroit sur Terre à ce moment-là, alors qu'ils savaient que la bataille allait être perdue, pour les copains.
Oui, il y a ce mystère, entre guillemets, de voir tous ces renforts, en fait, qui ont été envoyés sur le camp. Alors, au début, il y a eu des unités constituées qui ont sauté en renfort, des bataillons parachutistes. Il y avait aussi des gens qui ont fait leur premier saut, qui n'avaient jamais sauté en parachute de leur vie, qui étaient de diverses unités qui se portaient volontaires. Et leur premier saut, ils l'ont fait sur Dien Bien Phu, vous imaginez. Comme première expérience, oui, c'est dans cette fournaise. Et c'est vrai que l'âme humaine est vaste et diverse, donc il y avait toutes les gammes de motivation, certainement, mais tous n'étaient pas forcément motivés par sauver l'Empire français, le drapeau, etc. On voit qu'en fait, une des grandes motivations, si c'est la principale, c'était, en gros, on a nos amis, nos camarades qui sont pris au piège, qui sont dans l'enfer, eh bien, on va les aider. Et donc, il y a ces fameuses phrases, en effet, c'était pour l'honneur et les copains. Pour l'honneur aussi, quand même, pour l'honneur et les copains. Et voilà, et c'est un élément évidemment très fort et très marquant, et d'un point de vue littéraire, et évidemment très intéressant. D'ailleurs, je vais directement citer un passage de votre livre qui illustre bien cette motivation. Il y a 2 phrases que j'ai beaucoup aimées, 2 passages même. Le premier, c'est « Je n'ai pas de fascination pour la mort, nulle vocation au sacrifice. Si vous pouviez sentir le torrent qui coule dans mon corps, je veux juste donner, vivre comme un homme dans l'idée que je m'en fais. Et que cela soit trop simple ne me décourage pas, au contraire. L'âme humaine est compliquée et la guerre ne simplifie qu'en apparence les choses, mais je sens que c'est un acte d'amour qui pousse nombre d'entre nous dans cette fournaise. » Et la deuxième, c'est « Nous avons 20 ans et soif d'aimer, nous aimons ceux qui sont perdus dans cette cuvette retournée par une herse d'acier. Des compagnons, des amis se battent et souffrent, on se doit d'être là, rien de plus. C'est aussi simple que cela. Parfois, des choses très simples vous conduisent à mettre votre vie en jeu. » Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire passer. Ouais. Oui, voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire passer. Bon, alors après, encore une fois, c'est peut-être certains trouvent ça, ces passages-là peut-être un peu trop romanesques, je sais pas, mais non, mais je pense que c'est très vrai. Et aujourd'hui même, quelquefois, quand vous parlez à des gens des forces spéciales qui ont fait telle ou telle opération, il y en a quelquefois qui tournent mal. Vous souvenez-vous de ces 2 commandos marines tués en Afrique lors d'une opération pour essayer de libérer des otages, des choses comme ça. Mais souvent, ces gens-là se payent pas de mots et ils vous disent on le fait d'abord parce que, en gros, on fait notre métier. Il y a un sens de la mission. Et puis, quand même, une des choses qui fait tenir, c'est le camarade qu'on a à droite et le camarade qu'on a à gauche. Ça vous fait vous hausser au-dessus de vous-même, là, cette espèce c'est un sentiment de fraternité, de solidarité chez les hommes en armes, mais ça peut être aussi ailleurs, hein, ça peut être chez les alpinistes, chez les marins. Je ne dis pas que c'est complètement propre aux militaires, mais en tout cas, c'est quand même extrêmement exacerbé et extrêmement fort dans ces moments où la vie est en jeu. Effectivement, il y a 2 professions qui reviennent souvent, c'est les marins et les alpinistes, que vous citez régulièrement. Vous dites qu'il y a des choses que seuls des marins hauturiers ou une cordée d'alpinistes pourraient ressentir, qui se rapproche un peu de ce que c'est ce sentiment de cohésion qu'on peut éprouver à la guerre. Oui, et c'est peut-être aussi des images qui sont simples parce qu'elles parlent, elles sont parlantes, que ce soit une cordée ou que ce soit un équipage. Il y a le fait que chacun repose, la vie de chacun repose sur celui d'à côté, donc c'est évidemment extrêmement fort. Après, il peut y avoir des tas d'autres occupations humaines où tout ça aussi entre en jeu. Vous n'êtes pas obligé de risquer votre vie pour ressentir cette cohésion absolument Non, extrême. non, le courage notamment peut revêtir beaucoup de formes et pas forcément les plus spectaculaires. Alors justement, on va parler un peu du courage, puisque c'est l'un des grands thèmes de votre roman. Et d'ailleurs, c'est un thème qui revient très régulièrement dans la littérature de guerre et qui fait qu'elle est aussi intense. Comment est-ce que vous définiriez le courage ? Oh là, ça serait prétentieux pour moi d'avoir une définition du courage. Votre définition personnelle du courage ? Le courage, moi, de mon expérience, il y a le courage physique, le courage qui engage physiquement, avec une sanction qui peut être brutale ou immédiate. Donc ça, c'est une chose, mais il y a aussi le courage, la volonté, l'engagement. Curieusement, je pense qu'aussi le courage, en fait, il me semble, enfin je l'ai vu notamment sur les théâtres de guerre, par exemple, le courage, il y a des moments où il vient quasiment tout seul, et je ne sais pas si c'est d'ailleurs du courage, où les choses s'imposent d'elles-mêmes, on va prendre des risques forts, par exemple, pas forcément par inconscience, mais tout simplement parce que c'est une évidence, on fait des choses. Alors qu'à d'autres moments, et c'est pas forcément les plus intenses, et ben là, tout à coup, il faut faire appel à quelque chose en soi. Est-ce qu'on peut dire que quelque part, le courage ne se commande pas ? Ouais, je pense qu'aussi, le courage vous est dicté par des situations aussi. Souvent, on peut être courageux à un moment et lâche ou faible à un autre. Encore une fois, l'âme humaine est compliquée et suivant les circonstances, suivant le moment dans lequel on est, l'état d'esprit dans lequel on est, on peut se tenir debout et être courageux ou au contraire s'effondrer. Je pensais à cette philosophe, c'est Anne Dufourmentel, je crois, c'est ça, qui quand elle est allée sauver, elle a perdu la vie en allant sauver quelqu'un qui se noyait, par exemple. Bon,
c'est un acte courageux, mais je pense que pour elle, ça a été instinctif. Elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas réfléchi, elle a porté secours. Et puis, il y a ce courage spectaculaire de ces soldats qui sautent sur des Dien Bien Phu, évidemment. Mais j'ai voulu faire, par exemple, là aussi, un retour en arrière avec la mère de mon personnage principal qui se bat contre un cancer et qui offre une autre forme de courage qui est tout aussi impressionnant, même si c'est un petit courage, entre guillemets, un courage ordinaire, un courage de tous les jours. Et il est magnifique. Et voilà, et donc mon personnage se dit que finalement, lui qui avait une vision du courage un peu viril, en fait là il découvre que ce petit bout de femme qui est sa mère, torturée par la maladie, eh bien lui offre un témoignage de volonté et de courage extraordinaire. On va revenir maintenant un peu sur votre vie. Donc vous avez une vie riche entre votre période militaire et votre période de journalisme. Quel est votre souvenir le plus marquant de votre vie de reporter de guerre? C'est difficile à dire, il y a tellement de choses fortes. Évidemment, quand vous êtes vous-même dans une situation délicate, comme au Congo-Brazzaville, quand pendant quelques heures j'ai été pris en otage, simulacre d'exécution en Brazzaville la nuit, avec les milices qui se battent, une espèce d'atmosphère quand même assez particulière. Ils ont fait croire qu'ils allaient vous fusiller? Oui, tout à coup, ils ont fait croire que voilà, ils vous plaquent contre une voiture avec les Kalachnikov et ils disent qu'ils vont vous tuer. Donc évidemment, bon, vous dites que rationnellement ça ne devrait pas se faire mais qu'ils vont pas appuyer sur la gâchette, mais en fait vous n'êtes sûr de rien, vous êtes en pleine nuit, ils sont tous bourrés et chanvrés, enfin au Canada. Voilà, bon, ça c'est des moments spectaculaires évidemment. En Afghanistan, après le 11 septembre, j'ai passé 1 mois et demi et on était un groupe de 5-6 journalistes et il y en a 2 qui sont morts, donc on a dû aller récupérer les corps, des choses comme ça. Ça évidemment c'était très traumatisant et donc c'est des moments qui vous marquent dans une vie forcément. Et après il y a des moments de grâce, de cette américaine qui s'occupait d'un orphelinat au Rwanda. Elle était, je sais pas, je crois qu'elle avait déjà 75 ou 80 ans, elle était lumineuse, elle était formidable. Et ce qui est intéressant d'ailleurs quand on couvre les situations de conflit, c'est que on rencontre ce qu'il y a à la fois de pire dans l'âme humaine et puis aussi ce qu'il y a de meilleur. C'est un peu banal de le dire, mais la guerre est un révélateur, décape les âmes aussi. Il y avait un côté adrénaline forcément un peu, mais donc ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est ce que je vous disais, c'est vraiment le fait de se dire que quand on aime observer la condition humaine, et ben là on la voit de manière puissance 10, puissance 100. Et d'ailleurs, j'allais dire, c'est une forme de paresse. Parce que si vous allez en Suède couvrir les élections, il faut vous creuser un peu la tête pour comprendre les choses. Tandis que là, quand vous allez sur situation de guerre, tout vous saute au visage. Je veux dire, il faut plutôt faire le tri entre ce que vous allez raconter. Et à quel moment vous vous êtes dit « Je suis exactement à ma place dans ce métier, j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher dans ce métier ». Ce que j'aime, je suis un fou de Kessel par exemple, et donc pour moi j'avais l'impression, sans prétention, mais de me dire que voilà marcher dans ses pas, que je faisais un petit peu à ma très modeste mesure que pouvaient faire ces gens-là, c'est-à-dire d'aller voir, raconter et puis témoigner. Et donc voilà, donc ça j'ai beaucoup aimé le faire. À la fois parce qu'on peut mettre en exergue, d'abord on peut donner un coup de projecteur sur des situations et donc aider quand même peut-être en tout cas à des prises de conscience, ça c'est une chose. Contribuer un peu à sa part dans le monde. Et puis aussi mettre en lumière des gens, des personnalités. Après il y a aussi d'autres frustrations quand on est journaliste, comme ça on est observateur, donc on n'est pas acteur des choses. D'ailleurs il faut garder une certaine forme d'humilité par rapport à ça. Parce qu'on sait très bien que quand vous agissez, vous avez souvent des choix à faire qui ne sont pas évidents et vous choisissez souvent entre une mauvaise solution et une moins mauvaise. Nous, quand on observe, on n'a pas à choisir. Nous, on observe, on raconte. Alors qu'on raconte et on juge parfois des gens qui, eux, sont obligés de mettre les mains dans le cambouis. Donc, il faut avoir cette petite modestie, je pense, du témoin. On peut penser à des gens comme Élie de Saint-Marc qui a écrit des choses remarquables là-dessus. Élie de Saint-Marc, dont j'ai vu d'ailleurs qu'il était dans votre bibliothèque. Oui, dans la bibliothèque, mais en plus j'avais eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. Je ne suis pas présent d'être un intime, mais c'est une des personnalités qui m'a le plus marqué dans la vie. C'est quand même Qu'est-ce qui vous a marqué chez Élie de Saint-Marc? Un très très grand monsieur, une noblesse d'âme, une hauteur de vue, avec tout ce qu'il avait vécu. T'emmenait toujours dans une conversation 2-3 niveaux au-dessus, et tout ça avec ses yeux absolument incroyables, d'une clarté, on a l'impression qu'il vous scrutait, et surtout, pour des gens qui ont, encore une fois, une vie tellement intense, qui vous posez des questions, ils s'intéressent aux autres, et pour moi, ça c'est un critère, je trouve que les gens qui ne sont pas refermés sur eux-mêmes, et alors qu'ils pourraient l'être, il avait toutes les raisons de l'être, parce que ce qu'il a connu, et non, il s'intéresse, et avec nuance, et donc c'est un très 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 grand monsieur. Vous avez eu beaucoup de chance de pouvoir le rencontrer. Ah oui, ça fait partie, c'était des moments de grâce, ouais.
Je reviens un peu sur votre parcours. Donc, vous êtes passé de militaire à journaliste. Et comment ensuite on passe de journaliste à écrivain? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de journalistes de presse écrite qui écrivent, enfin, qui écrivent des livres. Le roman, ce que j'ai aimé, c'est que c'est un processus d'affranchissement du réel pour moi. À partir du moment où, en tant que journaliste, je suis comme censé me préoccuper des faits, avec la fiction, je fais ce que je veux de mes personnages. Et je trouve en plus que la fiction permet aussi bien, voire mieux parfois que des essais, de poser des questions, d'éclairer des sujets. C'est un peu le paradoxe de la littérature que parfois la fiction permet de mieux parler du réel que le réel lui-même. Ou en tout cas permet de mieux saisir l'esprit d'une époque ou l'esprit d'un événement. Oui. Dans la fiction, dans un roman, on pouvait avoir différents points de vue. Qu'est-ce que vous emportiez comme livre avec vous quand vous étiez reporter de guerre dans vos missions ou même quand vous étiez militaire à bord de l'Ouragan? J'ai un panthéon d'écrivains assez classique. Par exemple, quand j'ai fait mon tour du monde dans la marine, j'avais emmené beaucoup de Conrad. Justement, lui, ce qui l'intéresse, ce que j'aime chez Conrad, c'est que c'est pas l'aventure en elle-même qui l'intéresse, c'est l'homme plongé dans les aventures et comment l'homme réagit. J'emmène pas forcément d'ailleurs des livres qui ont rapport, pour le coup, au reportage que je vais traiter. Parce que quand on est plongé dans cette situation-là, on a un peu envie de s'évader. Quand vous êtes en train de couvrir une guerre civile en Afrique, eh bien, ma foi, lire un livre qui se passe chez les Inuits au Groenland, quelquefois, ça donne un peu de recul. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui voudrait s'engager dans cette carrière d'écrivain ou de journaliste? Il faut avoir une grande curiosité. Le journalisme aujourd'hui, pas mal évolué. Le football, il a changé. Je pense que c'est un métier qui, encore une fois, reste passionnant dans le sens où, quand on est curieux du monde et de l'âme humaine, on rencontre quand même des gens passionnants. Très clairement, aujourd'hui, par rapport à mon époque, il y avait plus de parcours atypiques. Maintenant, quand même, les écoles journalistes sont fortement recommandées. Et le roman, pour moi, me semblait une espèce d'Everest impossible à gravir. Et donc, j'ai repoussé lâchement très longtemps le moment de m'y mettre. Puis à un moment, on se dit, bah voilà, on vieillit un peu, tiens, autant essayer. Donc, j'ai essayé, je m'y suis mis. Je me suis aperçu, comme souvent dans la vie, dans mon dernier roman, le personnage dit souvent, il faut se mettre en route et les forces viennent une fois qu'on est en route. Bah, là, c'est un peu pareil. En fait, finalement, on se dit que c'est inaccessible. La montagne est accessible, et puis en fait on commence à attaquer la pente. Finalement, ça paraît presque un peu plus simple, entre guillemets, qu'on le pensait. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie où en fait on se met des barrières, on se met des limites, et en fait il faut essayer. Et puis voilà, si on voit qu'on n'est pas fait pour ça, et bien on fait autre chose, mais Souvent c'est le premier pas qui est le plus compliqué. Voilà. En fait. Merci beaucoup Arnaud Delagrange pour cette interview et de nous avoir reçus chez vous. Merci.